Est-ce que vous saviez que selon Larry Page, le cofondateur de Google, la méthode OKR a aidé Google à multiplier par 10 sa croissance à plusieurs reprises? Aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous aider à cerner tout le potentiel de cette méthode qui révolutionne la gestion des objectifs dans toutes les industries aujourd'hui. Et pour adresser ce sujet, j'ai la chance d'avoir avec moi un expert français de cette méthode et auteur d'un livre de référence sur le sujet. Il s'agit de Laurent Morisseau. Merci beaucoup, Laurent, d'être avec nous. Ouais, bonjour Florent, bonjour à tous. Alors, depuis que tu exerces ton métier de consultant, j'imagine que tu as rencontré beaucoup d'entreprises de différentes tailles, différentes cultures, différents secteurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu les as comptés déjà? Alors, je ne les ai pas comptés. Déjà, juste pour me situer, ça fait 15 ans que je suis à mon compte avec Moresso Consulting et que j'interviens comme coach agile, d'abord au niveau des équipes et puis de plus en plus vers l'organisation. Et il se trouve que avant les OKR, ça faisait partie de ma boîte à outils de coach agile. Mais depuis quelques années, en fait, c'est devenu un métier à part entière. Je suis coach OKR. Et donc, pour préciser la réponse, en tant que coach OKR, je suis intervenu dans des contextes très différents. Ça va de la start-up jusqu'au grand compte. C'est également dans des entreprises de secteurs très différents. Et surtout pas que digital ou pas que agile. C'est beaucoup plus diversifié, finalement, mes missions qu'avec l'agilité. Ok, très bien. Et du coup, pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux peut-être nous donner le meilleur point de départ en nous disant quelle est la principale problématique que la méthode OKR aide à résoudre dans les entreprises? Ouais, c'est pas simple parce que c'est vrai que sur les OKR, il n'y a pas de définition très forcément très claire. On dit que ça aide à se focaliser sur l'essentiel, donc de prioriser, de filtrer. Mais au-delà de ça, ça résout quel problème, effectivement? Euh, Moi, j'ai l'habitude, et je suis pas le seul, de positionner les OKR comme un outil d'exécution de la stratégie. Et on sait que dans les entreprises, hein, dès que la stratégie est apparue, l'exécution de la stratégie est devenue un problème. Et donc, on a cherché par tous les moyens à résoudre ce problème, et encore, c'est une difficulté. Hmm. Et donc, les OKR, en fait, interviennent un petit peu dans ce cadre-là d'exécution de la stratégie, et notamment, quand on fait des enquêtes, le problème le plus récurrent, c'est l'alignement. C'est-à-dire s'assurer que les décisions qui sont prises par les stratèges Hmm. donc, correspondent aux actions qui sont effectivement réalisées par les collaborateurs, les équipes sur le terrain. Donc, ce problème d'alignement, en fait, les OKR cherchent à résoudre ça. Mhm. Et c'est revenu à la mode parce que finalement, la stratégie, c'était déjà un point, mais une stratégie adaptative comme on en a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire on va se confronter à la réalité, il y a le contexte qui change, donc il faut être agile aussi sur la stratégie. Et Hmm. il faut que cet alignement devienne dynamique. Et donc, les OKR sont relativement bien adaptés à répondre à ce problème. Ok, très bien. Et justement, du coup, avant les OKR ou à défaut des OKR, c'est quoi les solutions les plus couramment adoptées pour répondre à cette problématique et c'est quoi les limites de ces solutions-là en fait? On retrouve toutes les approches de gestion d'objectifs d'entreprise, mais tout ce qui va faire la différence, c'est l'intention et comment on l'a implémenté. Donc, des approches de gestion d'objectifs, il y en a pas mal. Nous, en France, on connaît surtout le MBO, le management par objectif. Et, euh, et la grande différence, c'est que il y a deux choses. C'est l'implémentation, c'est-à-dire que c'est finalement cascadé, ça descend, enfin, ça cascade les niveaux hiérarchiques. Mhm. Ça part du haut, et puis après, de niveau hiérarchique en niveau hiérarchique, on va décider d'objectifs et jusqu'au niveau du salarié. Et en fait, ce qu'on définit, ce sont des objectifs plutôt individuels Hmm. euh, qu'on euh, qu'on définit entre quatre yeux, entre le manager et son subordonné. Hmm. Et donc, ça limite la capacité justement à avoir des objectifs plus transverses, des collaborations, de casser des silos, d'adresser des objectifs plus business. Euh, et ça, c'est une première limite. La deuxième, c'est que comme on a des objectifs plutôt individuels, bah, la tentation est grande et le pas a été largement franchi d'associer l'atteinte de ces objectifs à l'évaluation de la performance individuelle. Et ça, c'est un problème. Euh, le problème très simple, c'est que
Si les objectifs sont l'exécution de la stratégie est porteuse d'ambition, hein, sinon ça sert à rien de se mettre en mouvement. Et donc les OKR, les objectifs doivent refléter cette ambition. Sauf que si mon objectif est associé à mon évaluation, donc potentiellement des bonus, une rétribution, quelle que soit la manière, eh ben, je vais la négocier à la baisse pour être sûr d'atteindre mon objectif. Et donc, si tout le monde fait ça dans l'entreprise, Mhm. on négocie à la baisse l'ambition de la stratégie de l'entreprise, et ça, c'est pas acceptable. Ouais, ok. Voilà. Et puis Ok. le deuxième point, enfin le dernier point, pardon, c'est que le management par objectif, il reposait donc sur un processus, un cycle annuel. Euh, Mhm. et donc c'était plutôt une usine à gaz, c'était plutôt long comme processus pour que tout le monde s'aligne, voilà, à chaque étage, on va dire, de Ouais. l'entreprise. Ce qui est acceptable sur des cycles d'un an le sont plus, sur des cadences plus grandes, puisqu'on cherche à s'adapter, à être plus dynamique. Les OKR sont sur des cadences plutôt trimestrielles. Mhm. Faut imaginer autre chose, hein. Il faut quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus organique Mhm. que hiérarchique. Ok, super. Très clair. Et est-ce que tu peux du coup nous donner les grands principes, nous résumer les grands principes de la méthode OKR, qui selon toi vont faire vraiment la différence justement par rapport à des méthodes plus classiques de gestion des objectifs? Alors, tu as déjà en partie répondu à la question en fait. Je ne sais pas Ok. si tu veux compléter du coup. Si, bien sûr. Déjà, les grands principes, c'est qu'on va diminuer le nombre de niveaux d'implémentation des OKR dans l'entreprise. Généralement, on s'arrête à deux niveaux, donc les cycles d'OKR stratégiques et les cycles d'OKR tactiques. On peut le reformuler, les, les, les OKR, les objectifs de l'entreprise ou du business et les objectifs de l'équipe. Le premier est plutôt annuel, le second est plutôt trimestriel, plutôt d'avoir 5, 6, 7 étages d'objectifs de cascader. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça pose des questions de où est-ce qu'on part, à partir de quel niveau finalement on met les OKR, et à quel niveau on s'arrête. Et typiquement, les OKR ne sont pas individuels, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, on s'arrête au niveau des équipes. Il y a des entreprises, et tu citais Google, Google utilise les OKR, à ma connaissance, les OKR individuels. Euh, Mhm. Sauf qu'ils ont 30 ans d'expérience et de maîtrise de l'outil, donc ils savent le faire sûrement à bon escient et de Mhm. manière efficace. Les bonnes pratiques, c'est de pas commencer avec ça. Éventuellement, petit à petit, y aller, mais c'est pour plus tard. Donc, on Ok, s'arrête au niveau des OKR d'équipe en général. ok, très bien. Du coup, là, je pense aux personnes qui verraient cette vidéo et qui ne connaissent pas encore le sujet des OKR et qui peut-être se disent, mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire OKR? C'est quoi ces lettres? C'est quoi ces initiales? Et du coup, ce que je te propose, c'est de donner un exemple d'OKR et de te laisser réagir à cet exemple si tu veux le compléter, le rectifier, quoi que ce soit. Évidemment, c'est toi l'expert là-dessus. Euh, donc, j'ai pensé à un contexte d'une entreprise lambda qui est spécialisée dans le marketing, par exemple, et qui a envie de percer sur sa région. Donc, du coup, un objectif, donc dans OKR, il y a O pour objectif. Donc là, une formulation de ce que je comprends des OKR pourrait être, en tout cas pour l'objectif, devenir l'entreprise plébiscitée par les clients de notre région marketing digital d'ici la fin de l'année. Donc là, on a du coup un positionnement dans le temps, on a un challenge collectif, on est sur un objectif qui est clair, inspirant, ça nous donne une direction. Et puis ensuite, on a les KR, donc les key results, donc les résultats clés en français. Et là, on pourrait avoir quelque chose du genre, premier résultat clé associé à cet objectif, augmenter le nombre de clients sur la Nouvelle-Aquitaine de 25%. Un autre qui pourrait être améliorer la satisfaction client pour atteindre une note moyenne de 4,5 sur 5, puisqu'on est sur plébiscité. Et puis un troisième qui pourrait être augmenter le chiffre d'affaires annuel sur la région Nouvelle-Aquitaine de 20%. Voilà, histoire de donner un exemple parlant pour les personnes qui découvrent les OKR. Donc là, on voit à travers ça que on augmente la clarté et l'alignement parce que tout le monde sait exactement quels sont les objectifs, ce qu'il doit faire pour les atteindre. Il y a un côté motivant parce on est sur des objectifs qui sont souvent ambitieux et motivants en termes de challenge et qui donnent à chacun finalement une raison de se dépasser. Il y a aussi cette transparence, puisque bah, le gros avantage, je trouve, enfin, alors, il y en a plein, mais c'est qu'on peut mesurer nos progrès. Les progrès sont suivis, sont partagés.
ce qui encourage la collaboration, la responsabilisation, ça évite tous les inconvénients que peuvent avoir des objectifs implicites, je trouve, ce qu'on voit beaucoup. Donc, si je résume à ma façon les choses, et après je te laisse compléter, c'est que les OKR, ça aide à transformer des grands objectifs en actions concrètes et mesurables, et ça rend les progrès tangibles, et ça facilite finalement la coordination, l'implication, la motivation de toutes les équipes. Mais ça, finalement, c'est que la partie émergée de la méthode, hein, si j'ai bien compris, en lisant ton livre notamment. Donc voilà, je te laisse compléter cet exemple et c'est ma vision des choses. Ouais, bah, c'est un bon exemple. Et tu as bien résumé ce que ça peut apporter. Je vais compléter. Euh, le premier point sur lequel je vais compléter, c'est effectivement le résultat clé, c'est le critère du succès de l'atteinte de l'objectif, comment je sais qu'on a réussi. Mais c'est aussi une manière de mesurer la progression vers cet objectif en cours de route. Mm. Euh, et ça, c'est très important parce que finalement, pour atteindre notre objectif, en général, on a un plan, on a des idées pour y arriver, des solutions, mais c'est les meilleures idées qu'on a au démarrage, mais on peut se rendre compte en cours de route que c'est pas forcément les meilleures idées, donc ça ne nous fait pas progresser vers l'objectif tel qu'on le pensait. Et donc, il faut être en capacité de changer notre plan en cours de route. Et donc, les résultats clés doivent nous aider à prendre des décisions. En fait, les OKR, c'est un outil pour prendre des décisions. Mm. Euh, et, euh, et ça, c'est assez important parce que du coup, les OKR, tel que avec ton exemple, on le voit bien, c'est que c'est pas porteur de solution. On ne sait pas comment on va y arriver. Mm. Donc, on Ouais. sait on sait où on doit être à la fin, mais pas comment on va y aller. Et ça laisse toute la liberté pour décider du plan d'action et d'ajuster ce plan d'action au cours de route. Et pour venir sur l'agilité, en fait, ça vient renforcer l'agilité qu'on a déjà pu mettre en place dans nos organisations et au niveau des équipes. Mm. Ça fait le premier point. Et après, tu mentionnais le fait que ça rend actionnable nos objectifs. Là, on voit bien avec cet exemple que si je suis membre d'une équipe, quelle qu'elle soit, là, des objectifs financiers, satisfaction client, c'est un petit peu loin de moi. Euh, Mm. Si on me demande comment contribuer à cet objectif, qu'est-ce que je vais faire, comment je pourrais y arriver, c'est un petit peu difficile. Mm. Il y a beaucoup de distance. Et donc, on comprend bien que les objectifs stratégiques, puisque ton exemple, c'est un écart stratégique, c'est pas suffisant et qu'il faut des objectifs tactiques plus proches, avec un horizon de temps court, une Mm. portée moins grande, pour que je puisse comprendre ce qu'on attend de moi et proposer des choses. Donc, typiquement, avec un objectif plus orienté sur un produit, un service. Mhm. Et là, je vais savoir contribuer. Ouais. Ok. T'avais d'autres points à rajouter là sur cette question-là ou c'est bon pour toi? Tu te rappelles plus. Eh ben, c'est bon, on continue, j'enchaîne du coup avec Ouais, l'autre question. L'autre question qui était parmi, euh, parmi les entreprises que tu as pu observer ou accompagner qui utilisent la méthode OKR ou les OKR indépendamment de la méthode, peut-être, c'est quoi les résultats concrets que tu as pu observer de ta fenêtre? alors, il y en a plusieurs. Je dirais le premier, c'est de passer d'un pilotage par les livrables à un pilotage par les impacts ou les résultats. Mhm. C'est-à-dire que classiquement, la stratégie, elle est dans la tête de quelqu'un, peut-être partagée au niveau d'un codir, sous forme de slide. Souvent, c'est pas vraiment une stratégie, c'est plus une vision, c'est plus des ambitions, mais peu importe. Mhm. Et surtout, ça va se traduire par une roadmap de projet, et c'est plutôt la roadmap qu'on va communiquer, piloter et vérifier qu'on l'atteint. Donc ça, c'est un pilotage par les livrables. Mhm. Euh, mais on se pose rarement, enfin, on se pose moins la question de finalement le fait d'atteindre, de réaliser tous ces projets, est-ce que ça porte ses fruits? Mhm. C'est là où il faut basculer sur le pilotage par les livrables. Après, est-ce que les OKR nous aident à maximiser l'impact de la stratégie? Difficile à dire, parce qu'il faudrait évidemment avoir une approche comparative. Ouais. Ce qui est sûr, ce que je remarque très concrètement, c'est qu'on est beaucoup plus focus. Et ça se traduit par le fait que bah, quand on commence, on a du mal à se concentrer sur un nombre limité d'OKR, 4, 10, 20, peut-être un peu moins. Et puis, bah, plus les cycles avancent, plus on avance dans notre euh, compréhension et puis et prise en main des OKR, plus on est focus et moins on a d'OKR. Donc une bonne pratique, c'est déjà de limiter le nombre d'OKR. Et le deuxième point qui est très très
significatif, c'est que on voit une progression dans la maturité de ceux qui vraiment s'accaparent cet outil, c'est-à-dire que les discussions au début sont très opérationnelles, comment je vais faire ça, puis sont sur les résultats clés, comment je vais mesurer, c'est quoi les bonnes métriques qui me permettent de suivre la progression. Puis sur l'objectif, c'est-à-dire qu'on voit bien que cycle après cycle, on monte dans la, euh, on monte en termes de niveau de prise de décision. Et à cet exemple, enfin, pour illustrer ça, euh, un de mes premiers clients, le CEO, m'avait contacté justement pour aider son codir à monter en compétence sur les discussions et les décisions stratégiques, et ça a marché. Ouais, ok, très bien. Et c'est vrai également au niveau des équipes. Ouais, C'est c'était ma pas question réservé d'ailleurs, c'est ça. Est-ce que tu as pu observer des changements de comportement, d'attitude, des gens qui se lèvent le matin avec la banane parce que ça y est, ils comprennent mieux, il n'y a plus d'implicite, on sait pourquoi on se lève le matin justement. On peut contribuer à définir un plan d'action, à des OKR tactiques. Est-ce que tu as observé ça aussi? Ouais, et là, très concrètement, la banane, c'est qu'il trouve du sens. Hmm. Ça donne du sens à ce qu'on fait au jour le jour, parce qu'on peut le relier. Je peux relier mon action justement à un OKR qui lui-même relie une stratégie. Mhm. Donc tout ça, voilà, ça donne en fait, derrière la notion d'alignement, il y a donner du sens à tout ce qu'on fait. Mais ça a des effets un petit peu pervers, c'est-à-dire que euh, ceux qui voilà, recherchent ça, à un moment donné, ne feront plus d'autres sujets s'ils ne sont pas portés par des OKR. Hmm. Et donc, ça pose une vraie question parce que tout le travail qui est réalisé dans une entreprise ne va pas être porté par des OKR, parce que les OKR, on est dans l'exécution de la stratégie, mais il y a aussi l'exploitation de nos actifs, de ce qu'on a Hmm. déjà. Une Ouais, entreprise, c'est à la fois, ça exploite ce qu'elle a déjà et ça se transforme pour demain. Les OKR, c'est dans cette deuxième partie, mais la première partie, le business as usual, il est toujours présent, on doit toujours le faire. ouais. Ou là, on est plutôt sur des KPI par exemple. Exactement, c'est des Ouais, KPI, c'est peut-être d'autres choses, des responsabilités clés, enfin, il y a différents moyens de suivre ça, mais c'est toujours présent. ouais, ok, ok, très bien, très clair. Euh, Maintenant, si on pense à un manager qui découvre les OKR et qui a envie de pousser ça dans son entreprise, est-ce que tu aurais pour lui trois conseils à lui donner, peut-être même des anecdotes ou des erreurs que tu as vues qu'on pourrait lui éviter? Oui, mais en fait, bon, il y en a plein des conseils. Si on peut en choisir trois, je me concentrerai sur le fait d'avoir des OKR trimestriels et une contribution des équipes, donc des OKR au niveau des équipes, Hmm. euh, parce que justement, on pourrait, et là je vois, j'ai des exemples comme ça de clients qui s'arrêtent aux objectifs stratégiques, donc annuels. Hmm. Et finalement, à l'usage, ils se disent, mais je comprends pas, on n'arrive pas à embarquer les gens avec cet outil. Mais oui, mais parce que ça ne descend pas au niveau des équipes et il faut les amener à à co-construire, à utiliser cette intelligence collective pour les engager. Le deuxième point, c'est évidemment avoir un suivi régulier des OKR, hebdomadaires, mensuels, parce que ce qu'on constate, hein, généralement, c'est que quand on définit les OKR, c'est un moment qui est plutôt dynamique, engageant. Les gens apprécient largement, mais il ne faut pas que ça tourne aux bonnes résolutions de début d'année qu'on oublie dès que Hmm. on mange notre galette des rois Hmm. et qu'on ne suit plus après. Ça a d'intérêt, comme je l'ai précisé tout à l'heure, que si les OKR est un outil d'aide à la décision Hmm. pour décider de qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre nos objectifs et qu'est-ce qui est important. Donc le suivi. Et puis après, ben, le troisième conseil, hein, c'est que ça a l'air simple. Objectifs, résultats clés, les objectifs on connaît, les résultats clés, c'est des métriques. On a déjà eu des objectifs, il y a des KPI ou autres. Enfin bref, ça a l'air simple, mais en réalité, il faut un processus, il faut des rôles, il faut de la formation, de l'accompagnement, ça peut être interne, peu importe, Hmm. parce que ben, c'est des compétences à acquérir généralement pas au niveau d'un codir, mais au niveau des équipes, comme on va
chercher à ce que les équipes soient justement porteuses de leurs propres OKR, en fait, elles vont les définir, mais sauf qu'elles n'ont pas forcément l'habitude ou les compétences Mhm. pour ça. Ça, c'est le premier point. Et même de définir des objectifs à titre individuel, tout le monde ne sait pas forcément le faire. Et le faire, s'engager sur des objectifs communs d'équipe, bah, c'est une compétence d'équipe à acquérir. Mhm. Donc, il y a de l'accompagnement du changement, tous ces genres de choses à mettre en place. Et ça, c'est important. En fait, moi, j'interviens juste pour rendre ça concret. J'interviens soit pour mettre en place un programme OKR, Mhm. euh, ça on comprend, mais quelquefois pour rattraper un programme OKR qui a été lancé sans justement toutes ces fondations et qui ne porte pas ses fruits. Mhm. Donc, on essaie de le remettre sur des rails. Ouais, c'est un parallèle d'ailleurs qu'on peut faire avec les méthodes agiles qui paraissent très simples comme ça, parce qu'elles sont simples au final, effectivement, mais à maîtriser, ça demande de la pratique, ça demande de la montée en compétence, ça demande de la rigueur Ouais. et la conduite du changement, comme tu disais, bien évidemment. Bah, de la rigueur et de la discipline, typiquement sur le suivi des OKR, on en parle dans le sujet. Ouais, Donc, ouais, ouais. très bien. Du coup, on va peut-être passer question des abonnés de la newsletter. Et du coup, la première question qu'on a eue, c'est quelles sont les statistiques en termes d'adoption de la méthode OKR en France? Alors, je te laisse répondre après. Voilà, j'ai bien le lien que tu m'as donné. C'est, voilà, là, on est à l'enregistrement, mais quand vous verrez cette vidéo, du coup, Ok. vous aurez les liens sous la vidéo. Vous avez les liens déjà sous la vidéo. Alors, c'est difficile d'avoir des statistiques, hein, tout simplement parce que ça, même si c'est une méthode qui est relativement ancienne, hein, en France, euh, on en parle beaucoup, mais finalement, on en sait peu. Donc, euh, je vais avoir deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que, comment dire, je fais partie d'OKR Mentors, qui est un collectif d'experts internationaux. Et ils ont fait donc ils ont lancé cette année un baromètre qui permet, c'est une enquête hein, Hmm. et qui permet d'avoir des informations. Donc, comme c'est international, notamment en France, vous allez peut-être trouver des informations qui répondent à cette question-là d'adoption de la méthode OKR. Après, euh, j'ai d'autres niveaux de réponse plus qualitatives. En France, il y a le forum OKR qui existe, ça fait 3 ans. Alors, c'est un forum qui est un petit peu pas encore grand public, qui est en ligne sur une demi-journée, donc ça a lieu en juin. Hmm. Donc voilà, il y a déjà une communauté qui existe. Euh, et dans la communauté agile, on voit depuis 2, 3 ans des conférences sur le sujet, donc ça arrive. Et moi, ce que je constate après, pour être plus précis, c'est qu'il y a deux familles d'entreprises qui viennent me voir, en tout cas, hein, donc moi j'ai qu'une vue partielle, qui viennent me demander donc, de mettre en place ces OKR, et pour deux raisons très différentes. La première sont les organisations qui sont forte croissance, donc des startups, des scale-up Hmm. précisément. Et elles, le besoin, ben, c'est tout simplement de faire face à cette croissance forte, ce qui veut dire bah, donc, embaucher, splitter des équipes, s'assurer que ces équipes soient bien alignées, prennent les bonnes décisions, alors que finalement, les managers, l'histoire de la boîte est finalement très récente, donc on n'est vraiment pas sûr qu'on soit tous compris. Donc Ouais. on rend les choses transparentes et non tacites pour s'assurer que tout le monde prend les bonnes décisions. Et le deuxième cas de figure, c'est plutôt les entreprises établies qui sont en transformation. Et, et donc là, c'est plutôt le premier, c'est plutôt porté par les CIO, et le deuxième, c'est plutôt porté par les centres de l'imagine, typiquement. Euh, Hmm. Ouais. et, et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on entend beaucoup parler des OKR dans la communauté agile. Ok. Ok. Très bien. Merci pour cette réponse. Du coup, il y a une autre question qui est, je vais la lire texto. Souvent, l'atteinte des objectifs doit être faite sans soutien régulier au programme, sans budget supplémentaire et sans allouer du temps aux acteurs concernés. Comment convaincre les directions sur les moyens à mettre en œuvre, surtout concernant le temps à allouer? Donc, c'est une question qui revient régulièrement.
Et en fait, ça m'interroge toujours sur comment les OKR sont utilisés quand on a ce problème. Parce que fondamentalement, si les OKR, c'est l'exécution de la stratégie, elle existe avant les OKR, elle a toujours existé. Donc il y a des choses en place, il y a du temps alloué à ça, et forcément parce que c'est ce qui est prioritaire, après les urgences du quotidien. Euh, donc normalement, on ne devrait pas avoir cette question-là. Mm. Donc la question, c'est est-ce que les OKR sont bien positionnés? Est-ce que c'est l'outil qui est utilisé pour le bon processus? Ça, c'est le premier point. Après, derrière cette question, il y a le temps lié au processus lui-même. Donc, il y a des ateliers, il y a des revues, il y a des bilans. Et ça, en fait, c'est la suite de ma première réponse, c'est-à-dire que comme il y a déjà un existant, ce qu'on essaye de faire le plus possible, c'est d'intégrer les OKR dans cet existant, de ne pas rajouter une surcouche. Ouais. Typiquement, si j'ai une équipe Scrum, donc on a déjà des réunions de planification, des réunions de bilan, de fin de sprint, début de sprint. On va intégrer les OKR dans ce contexte-là et pas rajouter, Mm. si on fait une rétrospective de fin de cycle OKR, c'est pas une rétrospective en plus, c'est la dernière rétrospective du cycle Mm. qui a pour thème les OKR. Quand on est dans Safe, on a le PI, voilà, on va intégrer les OKR. C'est ce que Safe propose. Ils ont bien intégré les OKR dans ce contexte-là. Donc, c'est de Ok. l'intégrer à l'existant. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, normalement, les OKR, c'est se concentrer sur ce qui est le plus important. Mm. Donc, si on n'a pas le temps pour les OKR, c'est qu'on a trop de choses et que c'est le cadre de priorisation, finalement, il n'est pas super efficace. Mm. Et ouais. Donc là, les OKR, c'est un investissement pour se dire maintenant, on va être plus efficace dans le filtre, on va pas tout faire. Comment on va réussir à ça? En fait, on va limiter le nombre d'OKR, c'est très concret. Et Mm. typiquement, dans un codir, comment ça se passe? C'est que souvent la stratégie, quand elle est mal faite, c'est Mm. pas le cas partout évidemment. La stratégie, c'est l'agrégation de toutes les idées qui remontent de tous les départements. Mhm. Et donc, les décisions, c'est faut arbitrer parce qu'on n'a pas la capacité de tout faire. Ça, effectivement, quand on est à 100% et qu'on dit maintenant on va mettre en plus les OKR, c'est difficile. Là, on va inverser la discussion, on va dire OK, c'est quoi nos objectifs? Mhm. Et c'est pas la somme des objectifs de tout le monde. Ça, c'est quoi les trois objectifs, les trois OKR qu'on garde, sur lesquels on va s'engager pour l'entreprise. Mhm. Et donc là, il faut dire non, et dès le début, c'est-à-dire dès le niveau du codir, et pas sur la base de la capacité, sur la base de nos ambitions, de notre Et ouais. stratégie. Ça fait toute la différence. Et oui, et puis ça fait de la place. Ça Et donne de ouais, l'espace. ça fait de la Voilà. place. Donc après, on récupère du temps normalement Ouais. pour faire ce qui est porté par les OKR. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours la part de business as usual, évidemment. Et donc, là, il y a une décision au niveau de la direction qui est euh, quel budget on alloue pour faire tourner l'entreprise à exploiter, quel budget on alloue pour exécuter la stratégie. Mm. Ouais, ça c'est sûr. Ok. Ok, très bien. Parfait. Et du coup, question suivante, quels sont les services qui sont les plus réfractaires d'après ce que tu as pu observer? Alors, je n'irai pas sur réfractaire, mais c'est plus difficile de mettre en place les OKR. Alors, la première réponse, c'est que c'est plutôt un point d'alerte, d'attention. C'est que la partie RH, on Mm. peut très bien mettre les OKR et ils peuvent être porteurs de cette démarche. Juste attention à ce qui n'est pas la tentation de le lier à l'évaluation de la performance, comme je l'ai évoqué au Et début oui. de ce podcast. Mais sinon, ça peut très très bien se passer. Mais voilà, Ok. prendre attention. Mais sinon, c'est tous les services, les départements ou les équipes qui finalement ne sont pas concernés directement par la stratégie. On Mm. est tous acteurs tout le temps de cette stratégie. Ceux dont le métier, c'est plus le business as usual, justement. Euh, voilà. Et donc là, ils sont peut-être plus associés à des KPI. Donc, euh, les OKR ne Et- leur parlent pas forcément ou leur apportent pas beaucoup plus, leur apportent pas pardon, de valeur ajoutée. Donc, si ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Hein, c'est Ouais, pas ouais. l'outil. Bah, du coup, ça répond peut-être en partie ou complètement à la question suivante qui est comment les convaincre du bien fondé de cette méthode, quoi. Oui, parce que comme on l'a positionné depuis le début, en fait,
c'est de leur responsabilité, hein, des dirigeants de savoir comment implémenter, comment exécuter cette stratégie. Alors, quand je Mhm. parle de stratégie et de dirigeants, je tiens à préciser que ça peut être à différents niveaux, parce qu'il y a la Mhm. stratégie d'une entreprise, mais on peut décliner, on peut avoir une stratégie pour un service, une business unit, une stratégie pour un produit, Ouais. et on peut partir les OKR à partir d'une stratégie produit d'une organisation de produit. Donc, quand je parle de dirigeants, c'est partir au bon niveau. Ouais, ben alors, là, du coup, la transition est toute trouvée pour la question suivante, parce que c'est justement, est-ce que c'est judicieux de lancer les OKR sans impliquer l'ensemble des services? Donc déjà, oui, ça, enfin, on peut l'appliquer à différentes échelles, à différentes entités. Alors là, j'imagine que la question est plus orientée conduite du changement, et voilà, pour l'adoption de la méthode OKR. Et du coup, il y a des questions, enfin, c'est un ensemble de questions groupées par la même personne. Est-ce que la combinaison de Scrum et OKR peut se faire à n'importe quel moment, même si par exemple l'entreprise est en train de mettre en place Scrum? Et est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui ont réussi cette intégration? Oui, alors pour revenir au fait de lancer les OKR sans. Alors, je vais juste revenir encore sur le bien fondé, comment les convaincre sur le bien fondé. Mhm. En fait, je disais, c'est que c'est de leur responsabilité. Donc, normalement, on n'a pas à les convaincre de ça. Mhm. Par contre, ce qu'on va essayer d'entendre, et c'est les premières questions que je pose moi en général, c'est quel problème on cherche à résoudre finalement. Qu'est-ce qu'on a comme problème sur l'exécution pour voir si l'outil répond à ce problème. Ouais, ouais, Euh, carrément. Mhm. c'est revenir en why, hein, toujours, mais là, c'est plutôt pour le. Voilà. Et puis, lancer les OKR sans impliquer tout le monde, oui. Alors, je relativise par rapport à la taille de l'entreprise. Une entreprise de 10-20 personnes, on va y aller direct avec toute Ouais, l'entreprise. bien Mais dès sûr. que finalement la taille grandit, le nombre d'équipes, le nombre de services augmente, Mhm. tout de suite il y a la question. Et en fait, les OKR, c'est simple, et puis c'est une méthode un petit peu sur étagère, sauf que euh, elle est robuste dans le sens où elle marche de la startup au grand compte, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas l'implémenter de la même manière. Mhm. Évidemment, dans une startup, ça serait une usine à gaz, ou dans un grand compte, ça serait trop léger. Mhm. Et donc, il faut trouver la bonne manière d'implémenter les OKR dans son contexte. Et donc, on ne commence pas par un Big Bang, on va commencer par Mhm. apprendre. Donc, on va essayer un pilote. Généralement, on commence d'ailleurs par les dirigeants pour qu'ils appréhendent bien tout ce que ça veut dire. Mhm. Et puis après, on va avoir un pilote pour voir si ça répond bien, si ça marche bien pour nous, et puis voir comment on l'utilise. Et puis petit à petit, on va déployer dans les services. Donc commencer avec une équipe, un service, ça a tout à fait du sens euh, dans ce contexte-là. Euh, et pour apprendre à marcher. Et après, la combinaison avec Scrum et OKR, alors de manière déjà plus générale, euh, les OKR, on peut les mettre en place dans des contextes qui sont déjà agiles ou qui ne sont pas du tout agiles. Mhm. Et généralement, alors ça marche dans les deux cas, sauf que dans le cas où c'est pas agile, euh, on rend visible des problématiques qu'on va essayer de résoudre. Par exemple, une problématique simple, c'est si je me mets un objectif à 3 mois, mais que ma gestion de projet est plutôt waterfall et je ne sais pas sortir un incrément qui a de la valeur, enfin qui a un résultat qui va avoir un impact en 3 mois, ben, j'ai un problème. Donc Mhm. ça les rend visibles. Et puis petit à petit, on va essayer de le résoudre avec l'agilité, peut-être avec d'autres réponses et, et le mettre en place avec Scrum. Mais Scrum, ça marche très bien avec. Mhm. En fait, moi, comment je l'ai vécu et comment certains coachs agiles me font ce retour-là, c'est qu'en fait, les OKR, c'est le même état d'esprit, le même process Mhm. que les sprints, mais juste à un horizon de temps et à une portée un peu plus grande. Mhm. Mais sinon, la philosophie et ce qui se passe sont très très proches. Et donc, les deux marchent très bien ensemble. Et oui, j'ai des exemples d'entreprises qui utilisent les deux. Mhm. Euh, mais au-delà de ça, alors je ne vais pas les citer, mais au-delà de ça, Safe, je ne suis pas un pro Safe, mais c'est un bon exemple. Ils ont intégré les OKR enfin, ils ont encore plus intégré les OKR dans la dernière version, la V6, à 2 niveaux. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que les OKR sont déployés dans le contexte Safe, donc Scrum et Kanban, et que ça fonctionne bien. Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais Mhm. Ouais, l'intégration se fait bien. Ouais. ok.
Parfait, je pense que ça répond très bien à ce groupe de questions. La suivante, et on touche à la fin. Est-ce que la combinaison de Scrum et OKR peut se faire à n'importe quel moment, même si par exemple l'entreprise est en train de mettre en place Scrum? As-tu des... Ah mais non, Oh, excuse-moi, je te fais un bis repetita. Bah en fait, on avait tout traité, on est bon, nickel. Top. Du coup, pour ceux qui vont vouloir aller plus loin, on a des ressources qu'on peut proposer, les ressources de Laurent notamment. Donc, tu as fait un manuel OKR gratuit sur ton site, donc j'ai mis les liens dans la vidéo. On a aussi bah, ton livre, évidemment. Alors, ce qui est intéressant avec ton livre, que j'ai là d'ailleurs, je vais essayer de le rendre visible à la caméra. Voilà. C'est que ça va vraiment dans le détail, quoi. Je veux dire, le nom est pas trompeur, quoi. 66 outils, c'est vraiment très complet, aussi bien sur la méthode en soi, enfin sur la technique OKR en soi, que sur tout l'aspect conduite du changement. Donc il y a même des ateliers qui servent l'adoption des OKR, etc. Enfin, c'est très très complet. Pour l'avoir lu vraiment en détail et l'avoir stabiloté dans tous les sens, donc c'est vraiment très généreux, je trouve. C'est un livre très généreux, quoi. Donc je le recommande chaudement. Alors, je précise, pour éviter tout conflit d'intérêts, que pour connaître les revenus des auteurs de livres sur des domaines d'expertise, c'est pas avec ça qu'on gagne sa vie. Donc c'est voilà, donc c'est le but n'est pas de faire une vidéo promotionnelle, mais très sincèrement, c'est un super partage que tu as fait avec ce livre-là. Merci beaucoup, Laurent. Il y a aussi des formations, évidemment. Donc, pour ceux qui s'intéressent, bah, Laurent donne des formations sur le sujet, des formations certifiantes. Donc, pareil, les liens sont sous la vidéo. Et puis, plus modestement, on a aussi mon propre article sur le sujet qui va intéresser à la fois quelqu'un qui découvre les OKR aussi, et en particulier comment ça s'intègre avec Scrum. Donc là, j'ai essayé de tourner ça sous forme d'une étude de cas. Donc on est sur un article assez approfondi. Donc du coup, voilà, ça vous donne des ressources à la fois gratuites et payantes pour aller évidemment au niveau où vous voulez aller sur cette aventure OKR. Et ben voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Laurent, avant de se quitter. Non, c'est très complet. Le livre, juste pour préciser, parce qu'il en existe d'autres, hein, notamment, on peut citer celui de John Doerr, Mesurer ce qui compte, ou celui de Christina Wodke, Radical Focus, et encore, il y en a d'autres. Mhm. Ce sont des livres qui sont effectivement moins actionnables, plus storytellés, à l'anglo-saxonne, je dirais. Et donc, je l'ai vraiment pensé pour qu'il reste sur la table et que si on veut préparer un atelier, ben, on regarde l'outil et qu'on l'exploite. Donc, c'est plus comme ça que j'ai conçu ce livre. Et oui, sinon, effectivement, sur mon site, il y a d'autres sources, il y a d'autres podcasts, il y a plein d'autres choses si vous voulez creuser. Euh, mais effectivement, ton étude, moi je fais moins le lien avec Scrum que tu Mhm. le fais, parce que justement, il y en a d'autres qui le font, euh, Mhm. et que je me rends compte que les OKR, quand c'est un CEO ou un codir qui vient nous poser la question, c'est pas de l'intégrer avec Scrum, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble pour l'entreprise. Mais Mhm. la question de l'intégration avec Scrum, on le voit bien, est un sujet, et il Mhm. faudra bien y répondre à un moment donné, nous ton article. Ok, top, top, super. Bah écoute, du coup, Laurent, un très grand merci à toi pour ces précieux conseils, pour tout ce que tu viens de partager en termes d'expertise. Merci aussi à vous qui avez visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et partager vos expériences sur les OKR. Et puis, bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Florent pour ton accueil, tes questions et merci à tous pour l'écoute.